Nous connaissons tous les assassins de Lumumba. On peut même les citer. Mais presque personne parle de l'homme qui l'a vendu. Nous sommes en janvier 1961. Dans les rues, les gens tiennent des photos de Lumumba parce qu'il vient d'être assassiné. Et ils citent l'assassin, les gouvernements belges, sans savoir que l'homme qu'ils cherchent marchait à ses côtés. Pour comprendre un peu le contexte, revenons dans les années 50, juste au début. En cette époque, Lumumba n'est pas encore une figure nationale. Il vit en Stalaïville et chaque matin, il quitte sa maison pour aller travailler, pas dans un bureau climatisé, mais dans une brasserie. Partout où il passe, il y a un mot qu'il écoute sans cesse: nègre. Pire encore, il voit des Congolais extrêmement compétents, extrêmement intelligents, mais qui travaillent dans des postes qui valent absolument rien. Les soirs, quand il rentre chez lui, fatigué, ajouter tout ce qu'il a vu durant la journée. Mais la nuit, tout changeait. Chez lui, à la lampe, il écrit des lettres, longues, pas des poèmes, mais des lettres qui donnent envie de lire, avec un ton très calme pour être attaqué, avec beaucoup d'humilité. Il les adresse aux journaux, aux responsables coloniaux, à des cercles d'évolués. Et dans toutes ces lettres, une idée insistante revient souvent. On veut juste du respect. Respectez-nous. Petit à petit, quelque chose se produit. Ces textes circulent partout. On les lit après le travail. On les copie. Lorsqu'il y a un problème, on lui dit d'écrire. Mais un jour, tout s'arrête. Il est arrêté, jeté en prison, parce qu'il est accusé de gestions douteuses, dont des détournements. Dans la prison, il réclame son innocence. Il répète la même phrase, mais différemment. Je n'ai rien pris. Mais personne l'écoute alors. En sortant, il se rend compte que le monde n'a pas changé. Personne n'a changé. Mais lui, si. Il parle désormais sans demander la permission. Il n'écrit plus pour plaire. Il devient clairement indépendantiste, plus radical. Il prend une décision la plus courageuse. Il décide d'affronter frontalement le gouvernement central belge. Il s'installe alors à Léopoldville, la capitale du Congo belge. À Léopoldville, il crée son parti, le MNC, mais il a juste un problème. Il voyage sans cesse. Il parle partout. Il affronte le Belge ainsi que d'autres Congolais qui veulent sa place. Il n'a pas un homme fiable à ses côtés. Il est plus exposé. Un jour, il rencontre l'homme qu'il a cherché depuis des années. Cet homme, c'est un jeune qui revient au Congo après avoir servi comme sous-officier de l'armée coloniale belge en Belgique. Il a une bonne éducation militaire. Il a une écriture claire. Il a un certain charisme. Et surtout, il parle bien français. À l'époque, ce genre de profil était rare chez les jeunes Congolais. Il devient alors journaliste. Et dans ces milieux journalistiques, qu'il a tant parlé de Lumumba, un grand nationaliste, un grand orateur et le chef du MNC. Il décide alors d'aller voir Lumumba dans son parti et il lui dit ceci: j'adore votre idéologie, j'aimerais aider le parti. Lumumba est séduit par les jeunes parce qu'il coche toutes les cases de l'homme idéal qu'il cherchait depuis des années. Ces jeunes étaient calmes, disciplinés, structurés, patriotes, polis. Il avait une connaissance de l'armée coloniale. Il n'avait aucune ambition politique visible. Et surtout en public, il était timide. Pour un leader charismatique mais débordé comme Lumumba, avoir une personne calme et militaire à ses côtés était un énorme atout. Il devient rapidement très proche de Lumumba, son secrétaire particulier. Il rédige des lettres, il gère la communication. Il devient l'intermédiaire avec les journalistes. Et parfois, son messager. Lumumba les voyait comme un protégé, presque un petit frère, qu'il doit aider à faire évoluer. Avant de voir Lumumba, il faut passer par lui. L'homme devient le fils protégé de Lumumba. Lumumba lui fait confiance, trop confiance. Il lui confie ses déplacements, ses intentions, ses stratégies internes. Parce qu'il est calme, discret, et il ne parlait pas trop. Lumumba ferme les yeux sur tout ce qu'il fait. Mais quelque chose ne colle pas. Juste après l'indépendance, Lumumba veut congoliser toutes les institutions congolaises. Sur 22 000 soldats au Congo, il y avait 0 officier congolais. Il monte alors des Congolais à des grades très élevés. La Belgique lui présente une liste des Congolais fiables, dans laquelle il y a les noms comme Victor Lunula et d'autres sous-officiers congolais. Et dans cette liste, les noms de son fils protégé apparaissent. Il n'a pas de choix, il doit choisir dans cette liste. Il choisit son fils protégé. Son fils protégé devient alors
le chef d'état-major adjoint. Donc le numéro 2, le chef officiel, c'est un Belge, général Emile. Son fils protégé devient alors le plus haut gradé congolais de l'armée. Mais juste après, le général Emile fait une grosse erreur. Il déclare devant les soldats que, avant l'indépendance, égale à l'après l'indépendance. Les soldats se révoltent. Les soldats belges sont chassés. D'autres ont fui. Lumumba renvoie alors le général Emile. Et son fils protégé devient le chef d'état-major. Donc, le numéro 1, sans savoir qu'il vient de commettre la plus grosse erreur. Son fils protégé s'éloigne petit à petit, ne se présente pas dans des réunions stratégiques. Parfois, il refuse les instructions de Lumumba. Lumumba veut à tout prix que le Belge rentre chez eux. Mais la Belgique veut toujours protéger ses intérêts au Congo. Tu sais, l'RDC, un pays riche en minerais. Au Katanga, un autre leader, Tshombe, fait une sécession. Il veut que le Katanga devienne un autre État, avec le soutien de la Belgique. Lumumba demande alors une aide aux Nations Unies pour neutraliser Tshombe, afin d'unir les Congos. Mais l'ONU refuse de l'aider. Il tente alors aux Américains. Refus total. Pour la première fois, il tourne vers Moscou. Cette nuit-là, son fils protégé ne dort pas. Kasavubu, le président, voit Lumumba trop radical dans les temps. Il annonce sa destitution. Lumumba dit alors qu'il ne reconnaît pas cette décision. Le pays tombe dans le chaos. Le fils protégé neutralise Lumumba et Kasavubu. Il dit à la radio, tous les politiciens sont mis en congé pour 6 mois. L'armée prend en charge le pays temporairement. Les soldats se rangent derrière lui. Si tu crois que c'était pour protéger Lumumba, non. Il désarme la garde de Lumumba en quelques heures. Il lui empêche de communiquer avec ses partisans. Et quand Lumumba comprend ce qui se passe réellement, c'est déjà trop tard. Il s'échappe une nuit pour rejoindre Stanleyville, là où ses partisans contrôlaient encore la région. Son fils protégé envoie ses soldats le rattraper. Lumumba est arrêté, frappé, humilié publiquement. Il est directement transféré en Tisville, devenu Mbanzangungu, dans une cellule militaire. Tisville devient dangereux pour son fils protégé. Là-bas, les soldats commencent à se montrer favorables pour Lumumba. Il risque d'être relâché. Il transfère Lumumba aux autorités du Katanga, dirigées par Tshombe, son pire ennemi, exactement l'endroit où Lumumba risque le plus d'être assassiné. Et le 16 janvier 1961, Lumumba est exécuté au Katanga. Le 1959, son fils protégé transmet des informations à l'ambassade américaine. Un agent consulaire, en réalité un agent de la CIA, lui propose de collaborer, de fournir les informations sur les climats politiques au sein du MNC, ainsi que des informations confidentielles sur les intentions de Lumumba, en échange de petites enveloppes d'argent. Il raconte les agents au café, discrètement, loin des proches de Lumumba. Il joue tellement bien ce rôle de fidèle que quand Lumumbiste ne soupçonnait quoi que ce soit. Jusqu'à sa mort, Lumumba n'a jamais su que son fils protégé était un pion de la CIA. Et même s'il savait, il aurait eu de doutes. Il n'aurait jamais imaginé la personne avec qui il avait plus confiance travaillait déjà pour la CIA avant même l'indépendance. Ce sont les archives déclassées de la CIA après des décennies qui montrent ce détail. Le fils protégé de Lumumba, donc l'homme qui a sacrifié Lumumba, s'appelait Joseph Désiré Mobutu. L'homme qui a dirigé le Congo, le Zaïre à l'époque, pendant 32 ans. Intervenu pour la première fois en septembre 60. 2 mois seulement après ma désignation. Parce que il y avait un désaccord avec Lumumba. Certains procédés que je n'approuvais pas. Par exemple, il pouvait, comme ça, sans me prévenir, aller dans un camp militaire et procéder à des nominations. Un tel caporal devenait lieutenant, tel sergent passait capitaine, commandant, et il signait devant les troupes à mon insu. Et puis ça ne pouvait pas me faciliter la tâche. Et comme je suis de nature qui aime l'ordre, j'ai remis de l'ordre. C'était ma façon de réagir. Pas contre la personne de Lumumba, mais parce que je n'aime pas le désordre. Pour remettre un peu de l'ordre au sein des forces armées et dans le pays.
C'est ce qui s'est passé, ce n'était pas dirigé contre sa personne. Et c'est là que vous êtes pour la première fois intervenu directement dans la politique. Oui, jusqu'au mois de février 61. En créant le commissaire des collèges, Le collège des commissaires généraux. Des commissaires généraux. Oui. Et Lumumba, à ce moment, a disparu. Oui, c'est cela. Quel jeu joue monsieur le colonel Mobutu? Ça a été votre homme de confiance quand même, Mobutu, non? Oui, ça a été un homme de confiance. Mobutu, il était mon secrétaire attaché au bureau de Bruxelles. Au moment de la formation du gouvernement, je l'ai fait venir ici. Je lui ai confié un poste important dans le gouvernement, secrétaire d'État à la présidence. Personnellement, je ne comprends pas son acte. Il a sa conscience. Il est venu l'autre jour me demander la réconciliation. Il a fait des démarches pour qu'il y ait une réconciliation entre M. Kasavubu et moi-même. Je lui avais répondu que je n'avais pas d'autre sentiment que celui de la réconciliation. Et il est parti. Et de temps à autre, il m'envoie une note. J'attends. Je ne comprends pas son jeu. Il se jugera lui-même. Mon objectif dans cette vidéo n'est pas de salir l'image de Mobutu, mais juste de mettre en lumière que dans notre entourage, certaines personnes peuvent être de maîtres des doubles jeux. Ce qui fait peur, c'est que Mobutu ne faisait pas de scandale. Lumumba était un idéaliste politique. C'était une personne qui croyait à la loyauté personnelle. Mobutu, lui, pensait aux survies politiques. Souvent, il disait que Lumumba était impulsif. Les puissances étrangères considéraient Mobutu comme un outil manipulatoire. C'est pourquoi dans notre entourage, avant de faire confiance aux gens, il faut vraiment réfléchir. Parce que ce n'est pas ton ennemi qui te détruit, mais l'homme que tu n'as pas su lire. J'aimerais vous lire un commentaire. En septembre, Lumumba, écarté du pouvoir, est placé en résidence surveillée par le colonel Mobutu. Il parviendra à s'enfuir. Pour chasser, il sera